Ok. Alors, bienvenue déjà à vous. Et puis, notre sujet d'aujourd'hui, c'était de parler de l'auto-sabotage et de trouver des solutions pour sortir de cette manière de fonctionner qui est assez épuisante au quotidien. Et donc l'auto-sabotage pour commencer, c'est le fait d'avoir des actions récurrentes qui sont souvent les mêmes et qui vont venir bloquer des choses qu'on aimerait qui avancent. Donc ça va être par exemple, une des plus connues, ça va être la procrastination. Donc c'est le fait de ne pas commencer. Donc c'est contempler l'action, savoir ce qu'il faut faire, avoir une idée de comment je vais vers les choses, mais par contre c'est le passage à l'action qui est pas possible. Donc ça va nous laisser un goût amer parce qu'on va être beaucoup dans le jugement. On va se juger, on va se dire « Ah mince, mais t'es pas capable, c'est pas possible, pourquoi t'avances pas là-dessus, etc. » Donc ça peut être assez lourd au quotidien. On a une autre façon de vivre l'autosabotage qui va être le perfectionnisme. Donc le perfectionnisme, c'est assez simple, c'est que ce n'est jamais assez bien. Donc si c'est jamais assez bien, ça veut dire qu'il faut recommencer, ça veut dire qu'il faut faire encore mieux, ça veut dire qu'on va boucler sur les mêmes sujets constamment. On va repousser les choses parce que ce ne sera pas assez parfait. Par exemple, cet article qu'on doit rendre qui, en fait, on va le retriturer pour qu'il soit mieux, mais en fait il n'est pas encore assez bien. Donc on va appeler, on va demander un délai, etc. Donc on va se mettre dans des situations difficiles parfois au niveau professionnel et même au niveau personnel parce qu'on sera dans une insatisfaction constante et on va être très, très mal dans nos relations. On va commencer à se dire qu'on ne vaut pas le coup, qu'on n'arrive pas à faire les choses, qu'on n'est même pas capable d'être heureux, etc. Donc ça, c'est compliqué aussi comme situation. Et il y a par exemple aussi un schéma que je vois souvent et qui est assez unanimement partagé, c'est l'autodévalorisation. Donc on va toujours être... Pardon, excusez-moi, j'ai une personne qui... Ok. Donc je disais, l'autodévalorisation, c'est quelque chose d'assez constant sur le fait de se juger, de donner toujours une note sur ce qu'on fait, de se dire « Ah bah ok, j'ai fait ce que j'avais sur ma to-do list, mais j'ai pas appelé mon amie parce que je sais qu'elle va pas bien. » Et puis, enfin, voilà, on se met constamment en situation d'échec. On se met constamment en situation de s'auto-juger et de se dire « Bon, t'as pas été au point, t'as pas été assez bien, c'est pas bien d'être comme ça. » Pour correspondre à un schéma qu'on a souvent vécu enfant qui est la phrase « Tu n'es pas capable » par exemple. Voilà. Et cette phrase-là, elle peut être très destructrice parce qu'en tant qu'enfant, on va la prendre comme argent comptant. Ok, je suis pas capable, donc ça veut dire que je vais pas y arriver. Donc pourquoi quelque part j'essaye? J'essaye même pas, je me mets en procrastination, ou alors j'essaye mais je me juge, autodévalorisation, ou alors j'essaye mais j'essaye de contrer cette phrase à travers le perfectionnisme, mais quoi qu'il en soit, c'est très énergivore, quels que soient les schémas qu'on va utiliser, c'est très très lourd au quotidien, parce qu'en fait tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on aimerait mettre en œuvre, tout ce qu'on aimerait vivre, eh ben c'est pas le cas puisqu'on a ces injonctions qui sont là en cours de route. Donc comment faire pour passer à travers ça pour... Ah oui, dis-moi si tu as une question. Par rapport à ces trois possibilités, il me semble qu'il y en a peut-être une quatrième que j'ai déjà rencontrée. Une personne qui sans arrêt trouve une excuse. Les schémas d'évitement, donc le fait de ne pas se confronter à la réalité, tout à fait, ça fait partie de l'autosabotage, puisque si on évite, ça veut dire qu'on n'est pas confronté, et donc on peut toujours se dire, bon, je vaux le coup, j'arrive à peu près à faire les choses, mais on évite. Et effectivement, le fait d'éviter, ça maintient quand même dans une stagnation au quotidien qui est... Et on n'avance pas, oui. Et c'est très énergivore, surtout
En fait, pour les deux, si tu veux aider, mais que la personne finalement trouve toujours une bonne raison de ne pas, moi, tu dis, eh ben, tant pis, hein, qu'est-ce que tu as toujours une bonne excuse, et ben, tant pis, je ne peux pas faire plus. Tout à fait. Et j'en profite pour mettre quelque chose d'important sur la table. Quand on est en situation d'aide à quelqu'un, il faut toujours bien clarifier si la personne demande réellement de l'aide ou si juste elle dit coucou. C'est totalement différent et la personne qui est prête à mettre en œuvre, ce sera pas tout à fait pareil, quoi. Donc ça c'est important pour justement ne pas nous donner et que de l'autre côté il n'y ait rien qui se passe. Ça c'est important pour se protéger soi. Absolument, je suis bien d'accord. Et si la personne d'un côté dit qu'elle ne peut pas le faire toute seule, qu'on lui propose de l'aide mais qu'elle n'est pas disponible, ça soit pour une bonne raison. Dans ce cas, si ça se répète, il y a le fait de se protéger soi et il y a le fait de donner l'ultime carte finalement, de dire en tout cas je suis là si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de discuter ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Je me permets de te donner un dernier conseil qui est celui de pouvoir voir une personne, un psychologue ou un médecin, enfin quelqu'un qui est capable au niveau médical d'aider la personne. Mais voilà, et c'est le moment où il faut dire stop pour soi pour pouvoir conserver notre propre énergie et notre propre même amour propre, parce que quelque part quand on donne sans cesse et qu'il n'y a rien derrière, on s'épuise et c'est comme si on dévalorisait notre action aussi. Mais là, c'est même pas du point de vue médical, encore que après ça devient médical, mais là c'est pour une démarche à faire. Après, il y a probablement des schémas inconscients chez cette personne qui, par exemple, il peut y avoir une peur de l'administration parce que dans sa famille, ça s'est toujours mal passé quand on demandait quelque chose d'administratif, ou il y a eu, par exemple, de l'exil, des choses comme ça, demander des papiers, et ça a été une notion d'humiliation. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Et il peut y avoir aussi le fait que quand on demande à l'administration, on a ce retour qu'on est en posture d'attente, on est soi-même après le petit entre les deux dans la relation, et ça peut renvoyer à quelque chose de délicat chez la personne aussi. Et si cette avancée administrative amène un gros changement dans sa vie, ça peut être aussi la peur de ce que ce changement-là va amener. Un exemple, une personne qui doit passer le permis depuis très très longtemps et qui ne se met pas en route, ça veut pouvoir dire que c'est une personne qui a peur d'être indépendante, parce que pour elle, peut-être que l'indépendance, c'est je n'ai plus de relation avec mes parents, avec mon entourage. Ça peut être des choses comme ça. Et donc, même si cette avancée lui permettrait d'obtenir un emploi ou de pouvoir vivre sa vie, ce qu'elle risque de perdre est plus important pour elle, de manière inconsciente, que ce qu'elle risque de gagner. Et donc ça, c'est aussi les manœuvres d'évitement quand on est dans des choses comme ça, en effet. Par rapport à l'auto-sabotage et aux clés qui permettent de reprendre le pouvoir, j'ai une question. Est-ce que l'auto-sabotage n'est pas une manière inconsciente de nous soulager le cœur ? L'auto-sabotage, c'est surtout une manière de correspondre au conditionnement qu'on a vécu quand on était enfant. De 0 à 6 ans, on a réellement intégré tout ce que notre entourage nous donnait comme étant la vérité universelle. On s'est construit de cette manière-là, avec les croyances de nos parents, avec les actions qu'on les voyait faire, etc. Parce que nos parents et l'école, les gens qui nous entouraient à ce moment-là. On est de 0 à 6 ans dans un mode éponge. On prend. On est petit et notre but, c'est de survivre. On a identifié que les gens qui nous permettent de survivre, c'est notre tribu, c'est les gens qui sont là autour de nous. Donc si on se conforme à ce que ces personnes-là attendent, on va recevoir de l'amour, on va recevoir de la nourriture, on va recevoir des vêtements,
voilà, on va pouvoir en fait interagir positivement avec ces personnes-là. Simplement, ces personnes, elles ont elles-mêmes vécu des conditionnements enfants ou dans leur famille ou dans leur passé traumatique. Donc forcément, il y a des choses qui sont personnelles pour elles, mais qui ne correspondent pas à ce que nous, on est. Bon, alors évidemment, quand de 0 à 6 ans, on ne connaît pas encore notre personnalité, etc. Ça se développe au fur et à mesure. Mais c'est des choses qui sont qui vont imbiber et qui vont nous construire nos actions et notre façon de fonctionner pour la suite. Petit à petit, quand on grandit, on va avoir un certain libre arbitre, on va comprendre des choses avec d'autres personnes, on va avoir un autre entourage, on va rencontrer des amis, des gens au travail, des professeurs qui vont peut-être nous ouvrir un petit peu sur autre chose en nous disant tiens, ça peut fonctionner autrement, ça peut être comme ça, etc. Si on a eu le schéma par exemple de papa et maman qui travaillaient énormément et qui gagnaient pas beaucoup d'argent, on peut, en allant à l'école, se dire ah, en fait, il y a aussi d'autres manières de fonctionner. Peut-être qu'il y a d'autres métiers, peut-être qu'il y a d'autres façons de vivre notre vie, ou est-ce qu'on peut travailler un peu moins et ça va quand même, ou est-ce qu'on peut gagner plus, etc. Mais tout ça, selon l'importance de ce qu'on a enregistré de 0 à 6 ans, on va pouvoir le prendre ou on va pas réussir à le prendre. Ça dépend. Donc tout ça, ça fait une grande soupe à un moment donné. Quand on est jeune adulte, quand on est adulte, voilà, parce que se rajoutent aussi les émotions qu'on a vécues, les émotions qu'on a refoulées, les événements difficiles qu'on a pu vivre, comme des trahisons, comme des injustices, des choses qui ont été très difficiles. Et je pense aussi à l'humiliation, parce que l'humiliation, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. Mais une simple phrase d'un professeur qui dit vraiment tu t'es pas foulé sur ce devoir et qui vous le jette au nez en rendant les copies, ça peut détruire une vie. Et ça, c'est des choses à aller voir, à vérifier si en fait vous l'avez digéré, cette émotion-là, si vous l'avez acceptée, ou si vous avez fait ah non, ça je peux pas le vivre, c'est trop difficile, et dans ce cas-là vous l'avez emmené dans la petite boîte. La petite boîte, c'est là où vous avez rangé tout ce qui va pas. Et souvent elle est cadenassée, elle est mise dans une pièce fermée à clé et on n'a pas trop envie d'aller la voir, cette pièce, parce qu'en fait elle fout la trouille. Si on ouvre cette boîte, on ne sait pas ce qui va se passer parce que tout va vouloir sortir en même temps et du coup c'est un peu la panique. Donc on se dit hop, je le mets derrière, sauf que ça fait des applications là qui sont ouvertes constamment et qui nous usent de l'énergie. Donc des fois quand on n'a pas l'impression d'être à 100%, c'est aussi parce qu'il y a ça qui se déroule en arrière-plan. En plus des schémas qu'on essaye de suivre, mais qui ne sont pas forcément ceux que notre cœur aimerait suivre. Voilà, donc si vous vous sentez fatigué dans la journée, il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être pas que le manque de soleil, le manque de sport ou la nourriture. Il y a aussi toute cette partie-là qui est hyper importante. Donc, tous les schémas qu'on peut avoir, au fur et à mesure qu'on avance en âge, on les connaît. On sait comment on fonctionne, on repère des choses qui se répètent. Et ça, c'est important justement de pouvoir le noter, de pouvoir s'en rendre compte, de pouvoir identifier si on procrastine, de pouvoir se rendre compte si finalement on a toujours un mot difficile sur soi-même quand on a fait une action. De se dire, bon, est-ce que finalement je peux pas en faire un petit peu moins pour me mettre moins la pression ? Donc ça, c'est la première clé, c'est de repérer comment on fonctionne soi-même. Qu'est-ce qui est notre schéma ou nos schémas habituels pour pouvoir déjà comprendre. C'est la première chose. Alors si vous notez ça, s'il vous plaît, ne jugez pas ce que vous avez écrit. Vous avez le droit d'écrire « Je suis lâche avec telle personne parce que je l'évite ». Je me sens vulnérable dans telle situation et ça me plaît pas. Ou voilà, vous pouvez mettre des mots qui sont difficiles à entendre, mais qui en fait ne sont pas forcément non plus la réalité. C'est aussi des manières de recevoir les choses qui parfois, comme vous êtes dans ce schéma que vous connaissez, etc., que vous faites cette action, que vous refaites, à un moment donné, peut-être qu'il faut juste faire un pas de côté pour comprendre ça.
La deuxième clé, une fois que vous avez compris un petit peu votre fonctionnement, votre façon d'aborder les choses, c'est de dépoussiérer. Donc d'aller voir pourquoi cette injonction, cette phrase, cette manière de voir les choses est restée bloquée en vous. Et comment vous allez faire pour pouvoir la réactualiser avec votre vie d'aujourd'hui. Je donne un exemple. Si dans votre enfance, on vous a demandé d'être discrète, de rester dans votre coin, de ne pas faire trop de vagues, aujourd'hui, si vous avez identifié ça, et si vous avez compris la phrase qui ne va pas, vous pouvez aussi vous dire, je vais contrer cette phrase en me disant, je mérite de briller. Je mérite d'apparaître. Je mérite de sortir de ce petit coin de la pièce. En regardant la formulation qui vous parle le plus, qui vous fait un peu tilt quand vous l'écrivez. Vous pouvez changer les mots, mettre des synonymes et voir celle qui vous fait waouh. Et la phrase qui vous fait un effet waouh, c'est celle que votre cœur souhaite vivre aujourd'hui. Donc j'arrête de rester discrète et je commence à briller. Donc si je commence à briller, ça veut dire que potentiellement, je peux m'habiller avec plus de couleurs. Potentiellement, je peux me permettre d'aller à cette exposition toute seule, parce qu'avant, ça me faisait un petit peu peur d'y aller toute seule, mais si je brille, j'ai le droit d'y aller. Etc., etc. Vous allez pouvoir peut-être vous dire, tiens, au travail, je vais peut-être aller parler à mon patron pour négocier un petit peu cette augmentation qui me trotte dans la tête depuis 2 ans. Voilà, je mérite de briller, ou je mérite d'exister, ou je mérite d'être vue. Voilà, ça c'est des choses importantes. Il peut y avoir une phrase aussi, par exemple, tu dois être parfaite. Ça c'est une injonction qu'on entend souvent quand les enfants, on leur a demandé de performer à l'école. L'enfant, si on lui demande de performer à l'école, il comprend que s'il performe, s'il ramène des bonnes notes, s'il se comporte bien, eh ben, il va être récompensé, il va obtenir de l'attention, il va obtenir ce que lui estime être de l'amour, mais c'est souvent de l'attention. Et en gros, plus il va être parfait, donc meilleures seront ses notes, plus ce sera waouh, ce sera effet feu d'artifice. Et si il voit ça dans le système de l'école, il va peut-être le voir dans les autres systèmes. Peut-être que dans le sport qu'il aura choisi, il faudra qu'il performe, il faudra qu'il soit le premier, il faudra qu'il soit le meilleur, etc., etc. Donc, pour contrer cette phrase, tu dois être parfaite, ou tu dois être un modèle, ou tu dois être leader, etc., qu'on peut avoir compris, derrière on peut inscrire, même imparfaite, je suis autorisée à réussir, par exemple. Ou j'ai le droit d'échouer. Il peut y avoir des phrases comme ça en fonction de ce qui est important dans cette phrase de perfection. Quel est le contraire pour vous? Est-ce que c'est le fait de s'autoriser à faire moins bien, de s'autoriser à échouer, de s'autoriser à être imparfait, de s'autoriser à être humain? Voilà, on n'est pas des robots de protocole, hein, on a des émotions, on a des niveaux d'énergie qui sont différents selon les jours de la semaine, selon le moment de la journée. Donc peut-être que votre 100% du mardi, c'est pas le même 100% que le vendredi. C'est pour ça que je prends congé le vendredi. Voilà. Très bien, le congé le vendredi, c'est une bonne idée. Voilà, ça permet de se dire, voilà, sur les 4 jours, je me donne à fond, je sais que j'ai une récompense à la fin. Ça peut être un fonctionnement. Ça peut être le fait de s'octroyer des pauses régulières parce qu'on en a besoin. Il y a des personnes qui ont besoin d'une petite pause toutes les 2 heures, il y en a d'autres qui ont besoin d'une plus grosse pause toutes les 4 heures. Après, c'est très personnel. Mais en tout cas, le fait de dépoussiérer ces injonctions, de les réactualiser, ça permet d'avoir une autre manière de voir les choses. Donc on change nos lunettes en fait. On change notre manière de percevoir. Et en changeant notre regard, on va changer nos pensées. En changeant nos pensées, on va changer nos émotions. En changeant nos émotions, on va changer nos actions. Donc c'est toute une chaîne qui découle. Et ça m'amène à la 3e clé qui est de passer à l'action. Souvent ce qui bloque c'est je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, etc., etc. Donc
comme on est dans ce je sais pas qui est un gros fourre-tout, on reste un petit peu bloqué. On se dit bon, je sais pas trop quoi. Donc ce qu'on peut faire quand on a par exemple une action à faire, donc ça peut être, je sais pas, une action préparer mes vacances. Ok, je sais pas par où commencer pour préparer mes vacances, c'est trop gros, c'est trop énorme, c'est... Voilà. On peut commencer par des petites actions. Donc les petites actions, ça peut être déjà fixer une durée. Si déjà on fixe une durée, on a déjà quelque chose qui se matérialise dans le temps, qui se matérialise et qui est visible pour votre cerveau dans un agenda, dans un calendrier. Une autre petite action, ça va être de se demander de quoi j'ai envie pour ces vacances. Est-ce que j'ai envie de sport? Est-ce que j'ai envie de détente? Est-ce que j'ai envie de visite? Est-ce que j'ai envie de famille? Est-ce que j'ai envie d'être seule? Et ainsi de suite, au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'on a construit nos vacances sans se mettre la pression sur un week-end en disant il faut absolument que ce week-end-là, j'ai tout organisé. Parce que ça, si on se met cet objectif-là, on s'expose au fait que ce soit trop gros pour un week-end et on s'expose à la déception, à la dévalorisation, à je n'y suis pas arrivée, je suis nulle, ça va pas du tout, etc., etc. Donc toujours des petites actions pour que derrière ça puisse évoluer. L'importance de faire des petites actions, c'est d'entraîner notre cerveau à sortir de la zone de confort. La zone de confort, c'est pas forcément une zone confortable, c'est une zone connue. C'est tout ce qu'on connaît autour de soi, c'est toute notre manière de fonctionner, c'est tout notre environnement habituel. Notre cerveau, il adore ça parce que c'est connu, il n'a pas besoin de trop réfléchir, il n'a pas besoin de... Voilà. C'est très très bien. Et par contre, dès qu'il y a quelque chose qui risque de nous faire mettre un pas dehors de ça, c'est extrêmement la panique. C'est le bazar. Le cerveau, il fait « ça va pas du tout ». Donc plus on va faire des petites actions qui nous emmènent en dehors gentiment pour explorer, plus en fait on va élargir notre zone de confort et plus on va se dire « ah bah t'as vu, j'ai fait un pas et il s'est rien passé de grave ». Donc on va entraîner le cerveau à comprendre qu'il n'y a pas de danger. Le but du cerveau, c'est de nous maintenir en vie et donc d'éviter le danger. Donc lui, dès qu'on sort de cette zone-là, il estime que tout est un danger. Ce qui est quand même assez bloquant. Donc plus on va faire ces petits pas, et plus on va pouvoir à un moment donné ouvrir un petit peu sa vision et rester dans... commencer en tout cas à avancer par rapport à tout ce qui nous limite, tout ce qui nous bloque, tous les schémas qu'on a pu avoir dans notre vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'auto-sabotage. Alors j'attends vos remarques, vos questions dans le chat, en vrai, comme vous voulez, avec plaisir. Moi, j'ai une petite méthode très personnelle. Là. Quand j'ai, par exemple, une décision importante à prendre, qui va changer beaucoup de choses dans mes habitudes. J'aime bien, on m'appelle depuis longtemps Madame Tableau. Je fais un tableau. Côté gauche, la situation actuelle. Côté droit, la situation future si je change, si je déménage, etc. Machin. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et après, je regarde aussi la balance entre les deux. Est-ce que finalement, ce projet que j'ai, est-ce que ça peut m'apporter plus que ce que j'ai ou pas? Je trouve que c'est une méthode pas mal parce qu'on met à plat des choses qu'on a dans la tête. Ouais, mais est-ce que finalement, est-ce que j'aurais du travail si je déménage dans une économie? Est-ce que c'est mon cas quand je suis venue à Izmir, bien avant quand je suis venue à Istanbul? Mais donc, ça m'a beaucoup aidé pour prendre mes décisions. Il peut y avoir des tableaux positifs, négatifs. Il peut y avoir des tableaux actualité et futur. Il peut y avoir plein de manières de faire. Ça peut être une discussion avec quelqu'un pour s'éclairer un petit peu avec un regard neutre. Ça peut être un tableau à faire soi-même.
Ça peut être, voilà, chacun peut trouver sa méthode en effet pour pouvoir en fait passer à l'action. Et vraiment, la plus petite chose, même quand, par exemple, on veut se mettre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, écrire un poème, rien que d'écrire le sujet, ce sera déjà la première action. Et le fait qu'il y ait une action, ça engage aussi à se dire on va y aller, on va y aller, on va faire une itération, on va continuer et ça va avancer. Le fait de s'engager auprès de quelqu'un en disant bah voilà, tu sais, je t'avais parlé de ça, et ben ça je vais le faire la semaine prochaine. Le fait de s'être engagé auprès de quelqu'un, ça donne aussi un moteur à se dire ah ouais, oh, je l'avais dit à Gwendoline et une fois que je l'aurai fait, je pourrai redire à Gwendoline que je l'ai fait et ce sera super chouette, on pourra se réjouir ensemble qu'on a réussi à avancer là-dessus. Donc ça peut être aussi une possibilité en effet pour se mettre en action. Est-ce que vous avez déjà identifié des choses dans vos vies qui peuvent être justement des blocages, des autosabotages, des choses qui vous embêtent? Vous pouvez me le mettre dans le chat. En même temps. C'est toujours le premier le plus difficile. On passe au deuxième. Peut-être que j'ai répondu à absolument toutes les questions, hein, ça c'est possible aussi. Ça me paraît un petit peu improbable, mais voilà. C'est plutôt complet. Merci. Et en tout cas, si vous ne préférez pas en parler là tout de suite, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, soit par mail ou on s'appelle, on se met un petit rendez-vous d'appel s'il y a des choses qui vous titillent, qui vous interrogent. Vous pouvez aussi laisser reposer parce que parfois c'est des questionnements qui vont émerger par la suite. Ah, le permis de conduire. Le permis de conduire que tu dois passer ou que tu as passé. Mais le permis, ouais, c'est quelque chose, c'est un gros morceau finalement parce que ça change la vie. On peut derrière devoir acheter un véhicule, ce qui fait des dépenses, on a une notion d'assurance, on a une notion de où est-ce que je vais me garer et s'il est détruit, etc. Et donc voilà. Et on peut bloquer sur le fait que ça donne de l'indépendance parce que justement, si ça donne de l'indépendance, ça veut dire que maintenant, ça dépend de toi. Et ça peut être hyper lourd à porter, ça peut être vraiment... Attends, j'ai le mot anglais, c'est overwhelming, c'est trop gros quoi, c'est trop gros, ça nous écrase. Et quand c'est comme ça, le but c'est d'aller aussi décortiquer pourquoi c'est aussi écrasant, pourquoi c'est aussi lourd, et pourquoi ça constitue une peur aussi importante. Parce qu'elle est probablement constituée de petites choses qui se sont accumulées, c'est pour ça qu'elle paraît aussi énorme. Donc ça, on peut aussi en discuter, on peut échanger pour essayer de baisser un petit peu l'intensité de ça. Ça me donne l'idée, tiens, je ferai peut-être une petite méditation ou un petit quelque chose, une petite ressource vidéo là-dessus. Je le note. Et ça donne aussi, qui n'ont pas du permis, en fait, ça ouvre une forme de liberté qui peut faire peur. Ah oui. Ça ouvre énormément parce que on peut se déplacer, donc potentiellement on peut déménager, on peut aller travailler beaucoup plus loin que chez soi, donc sortir de ce qu'on connaît, on peut... Enfin ouais, c'est vraiment... ça change beaucoup de choses en fait, finalement. Indépendant. Et l'indépendance, il faut voir ce que ça représente pour chacun en fait. Parce que, comme je disais... Comment ? Ne pas être positif pour certaines personnes. Oui, c'est ça. L'indépendance, ça peut vouloir dire je suis abandonnée par les miens. Je n'ai plus de lien avec ceux qui m'ont nourri ou ceux qui sont autour de moi, etc. Et ça peut être vraiment très bloquant.